On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour François, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Génération Bien Commun. On commençait un peu à papoter avant, on s'est dit oh là là, oups, faut qu'on démarre l'enregistrement sinon ça va. On va pas parler à nos auditeurs. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ravi de tous vous retrouver ici. Cher François, peut-être en préambule aujourd'hui, on va parler pas mal de soins palliatifs. Voilà, pour ceux qui ont un peu le débat éthique aussi qui peut aller autour avec tout ce qu'on parle sur la fin de vie et tout en ce moment. Voilà, notre objectif n'est pas d'entrer dans ce débat-là. Les soins palliatifs, c'est une méthode qui existe aujourd'hui. On va creuser avec François un peu cet engagement et comment aussi on peut accompagner nos anciens, et d'ailleurs pas toujours, parfois plus jeunes, avec les drames de la vie, mais voilà, comment on peut accompagner vers la fin et... L'accompagnement des personnes en fin de vie. Exactement. Parfait, oui, comme ça sort la notion d'âge, effectivement. Et de soins palliatifs, qui a une dimension très médicale qu'il faut absolument prendre en compte, mais qui n'est pas le fond de l'affaire et le fond de la question. Et François, est-ce que sur ces belles paroles, je peux te laisser commencer par te présenter ? François Génin, j'ai bientôt 59 ans, j'ai 4 merveilleux enfants, enfin d'abord une femme merveilleuse et 4 merveilleux enfants. J'ai travaillé 26 ans dans le business de l'informatique, plutôt dans des fonctions autour de la stratégie et beaucoup de l'innovation. En 2013, donc il y a une dizaine d'années maintenant, nous avons accompagné mon beau-père dans sa fin de vie. Il avait vécu une dizaine d'années sous la menace d'un cancer avec des épisodes récurrents. Et il a eu la chance de passer les 3 dernières semaines de sa vie dans une unité de soins palliatifs, et nous avec lui. Et à cette occasion, donc ça a vraiment été un temps très très fort, difficile bien sûr, mais également d'une très grande richesse et d'une très grande beauté. Et lui envisageait ça vraiment comme un cheminement, comme un temps de préparation. Il dit voilà, je suis là pour me préparer à mourir. Et à la fois dans les larmes autour de lui, mais aussi dans les rires, on a vécu ce temps où, sans s'en apercevoir, il est passé d'une posture de lutte contre la maladie, qui avait duré assez longtemps, à une posture où il s'agissait de vivre ce temps et d'accueillir cette réalité de la mort qui approchait. Voilà, donc lui avait une grande conscience de cela, et puis nous, ça nous a préparé aussi. Et donc on est passé de façon très naturelle, grâce à la très grande compétence des soignants sur ces sujets de l'accompagnement de la fin de vie, avec toutes les dimensions santé, soins, physiologiques qui y sont liées, la question de la douleur aussi, mais également l'attention extrême que tant les soignants que les bénévoles apportent à la personne. Et c'est ça, je pense, qui est le déclencheur, le déclencheur de ce mouvement naturel depuis la lutte contre la maladie, qui est un réflexe, une posture normale, en effet, pour la vie, à accueillir cette autre réalité de notre vie, qui est que la mort est la fin de notre vie. Voilà. Et donc, j'ai été assez marqué par la richesse de ce qu'on a vécu, la richesse alors, en étant extérieur, pas à l'intérieur de mon beau-père, on est très proches, mais je ne sais pas ce que ça a été pour lui exactement ces 3 semaines, mais très frappé de l'avoir vu. Et en fait, j'étais présent quand il a rendu son dernier souffle, et j'ai vraiment eu l'impression de le voir. Voilà, l'expression est intéressante. Rendre son dernier souffle, c'est un acte. Et j'ai vraiment eu ce sentiment que il prenait une dernière respiration, un peu comme par acquis de conscience, mais qu'il était prêt. Et puis après, il n'y en a plus eu. Ce faisant, il m'a semblé le voir se lever et partir. Voilà.
dernière respiration par acquis de conscience, et puis ensuite, voilà, se lever et partir. Alors, intérieurement, bien sûr. Ce qui me donne à penser que la mort est un acte. Les gens meurent quand ils sont prêts à partir. Et il y a énormément d'exemples qui l'illustrent. Oui, nous, on a eu la chance, tu vois, d'accompagner, alors pas en soins palliatifs, mais ma grand-mère a vécu ces derniers jours à la maison. Papa s'est pas mal battu avec le système hospitalier pour essayer ce qu'elle vive plutôt à la maison avec nous, entouré de nous. Et effectivement, en fait, 3 jours, même pas, 48 heures après son arrivée, tout le monde était passé, on avait tous pu la saluer une dernière fois et il n'y avait pas de doute, elle était prête. Et comme tu dis, ce dernier souffle et cet au revoir, cet acte de finir, de partir, De partir. Voilà, donc j'ai été assez émerveillé de cette belle pratique des soins palliatifs. J'avais le désir de travailler dans un contexte plus ordonné au bien commun et que mon agir professionnel soit ordonné à quelque chose de riche et beau. Voilà, et donc je me suis un petit peu intéressé à cette question des soins palliatifs. Avant ton beau-père, tu connaissais pas du tout? Non. Une grosse découverte par l'expérience. Avec lui, ouais. Donc ensuite, je me suis intéressé un petit peu à cette question des soins palliatifs. J'ai pris conscience. Peut-être qu'en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui nous écoutent et qui ont, qui sont comme toi avant, les soins palliatifs. Est-ce que tu veux nous décrire un peu les soins palliatifs? Alors, on l'appelle soins palliatifs, c'est une sorte de catégorie médicale, une spécialité, même si sur le plan strictement universitaire, ça n'est pas une spécialité à ce jour. Mais en fait, il s'agit de l'accompagnement des personnes en fin de vie. C'est une pratique qui a vu le jour au tournant des années SIDA, où les gens malades du SIDA mouraient dans des conditions qui étaient difficiles et en particulier relativement peu soulagés de la douleur physique qu'ils pouvaient éprouver, encourir. Et donc, la préoccupation de quelques médecins et infirmières, Cicely Saunders en particulier, une Anglaise qui était infirmière et qui est devenue médecin pour travailler justement sur cette question de la douleur et à lancer les soins palliatifs en les appréhendant d'emblée sur l'ensemble des dimensions de la personne, et donc en définissant les soins palliatifs comme un accompagnement des personnes en fin de vie, à la fois sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, sur le plan social qui contient à la fois les aspects matériels éventuels qui peuvent avoir leur importance, mais également et surtout les aspects relationnels, donc être entouré, et puis la dimension spirituelle, parce que bien sûr la mort pose la question de ce qu'il y a après ou pas. On est tous confrontés à nos peurs, à nos sujets. Comment au quotidien, quand tu accompagnes comme ça des personnes dans ces... J'ai dire rentrer dans ce rythme du soin palliatif, donc pour être un peu brut, mais ça veut dire que on ne sait pas quand, mais on sait que là c'est terminé. La question du quand a encore cet inconnu, mais la question de la rémission n'existe plus. On va vers la fin. Comment est-ce qu'on arrive à accompagner pour prendre conscience de ça et accepter aussi qu'en fait le quand a aussi cette part d'inconnu? C'est de manière assez générale, je me souviens plus de la phrase en latin, mais voilà, c'est une réalité. Enfin, la date est incertaine, mais la réalité est certaine. Les soignants eux-mêmes sont souvent, pour organiser les choses, on a tendance à leur demander, alors, quelle est, à ton avis, l'échéance? Ils n'aiment pas du tout la question parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que précisément, c'est quelque chose qui va dépendre beaucoup de la personne elle-même. C'est pas moi qui accompagne. Je fais partie d'une équipe, c'est l'équipe qui accompagne. Dans notre approche, on a des équipes donc de 7-8 bénévoles qui s'engagent pour une demi-journée par semaine. Au sein de cette équipe, ou en plus de ces 7-8 bénévoles, il y a un médecin qui est présent lui aussi, lui à titre professionnel, une demi-journée par semaine, une infirmière une journée par semaine, et puis des psychologues sur différents rôles qui sont là plutôt à la vacation, qui sont assez essentiels aussi à la vie de l'équipe. Et c'est toute l'équipe qui accompagne. C'est pas donc il y a personne dans l'équipe qui se sent en charge de l'accompagnement de telle personne. Oui, c'est important aussi parce qu'il y a un lien émotionnel aussi qui existe, qui se crée et ça transforme beaucoup cette problématique émotionnelle. Donc au sein de l'équipe, il y a toujours au moins 3-4 personnes qui sont impliquées dans l'accompagnement de telle personne confiée à l'équipe.
Et on dit la personne, mais c'est la personne et son environnement. Toutes les personnes ne sont pas seules et on accompagne autant la personne malade ou mourante que ses proches, pour dire que c'est l'équipe qui accompagne et pas une personne de l'équipe en particulier, même si elle y est investie en cherchant à y donner le meilleur d'elle-même. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais plus quelle était la question. Ma question, c'était quels sont les sujets, tu vois, je pense à ceux qui nous écoutent, qui découvrent aussi peut-être les soins palliatifs, mais comment est-ce qu'on accompagne dans cette durée où, comme tu disais, la réalité est certaine, mais le quand est incertain? On accompagne. Donc en fait, on marche à côté. Il y a une association bénévole d'accompagnement en soins palliatifs historique qui a changé de nom et qui a choisi Être là. Et c'est un très très bon choix. Je leur en veux un peu d'avoir... d'avoir eu la bonne idée. Mis un copyright sur... voilà, on est là. Et cette présence a quelque chose de transformant, et d'autant plus parce qu'elle est bénévole. Le bénévolat est caractérisé par cette gratuité. Et parce que c'est gratuit, ça relève du don. Parce que ça relève du don, ça dit quelque chose de l'amour, et ça dit quelque chose de notre humanité et de... Cette vie qui s'achève est une vie humaine et s'est manifestée par cette dimension de don, de la présence du bénévole. Donc, le fait qu'il y ait une dimension bénévole, d'une certaine manière, est une invitation en creux, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit ou de mettre des mots, pour des personnes qui pourraient, pendant un temps, rester un petit peu crispées sur les paramètres médicaux avec lesquels ils se sont battus souvent assez longtemps. Une invitation justement à, d'une certaine manière, déposer les armes et accepter de vivre ce temps particulier de la fin de la vie, où se posent les questions les plus essentielles. Donc cette dimension bénévole est très importante dans les soins palliatifs historiquement, et encore plus dans notre modèle, puisque nous, on est calé un peu sur les mêmes ratios que ceux qu'on a vus en Inde, avec environ 25 bénévoles pour un équivalent temps plein de soignants. Et donc on est là. Ça peut être pour parler de choses futiles, parce que à ce moment-là, la personne oui, a c'est pas parce besoin que de toutes les parler grandes de questions choses arrivent qu'on a forcément voilà. que des débats métaphysiques à la fin, quoi. Oui, parfois il n'y a aucun débat métaphysique. Et ce qu'on cherche, c'est à être d'abord à être là pour la personne. Le pour est quelque chose d'essentiel dans cette démarche, dans cette approche. Tu fais une différence entre pour ou avec? C'est vraiment ordonné à la personne. Moi, j'aime pas du tout l'expression vivre ensemble. On est fait pour s'aimer, on n'est pas fait simplement pour vivre les uns à côté des autres, quoi. Donc, dans avec, il manquerait cette dimension d'un bénévole qui choisit de consacrer une demi-journée de sa semaine à l'accompagnement de ces personnes en fin de vie. Et d'autres bénévoles qui font ça pour aider des SDF, pour aider des gens qui ont besoin d'assistance scolaire, etc., etc. Ouais, il y a mille notions d'engagement. Mais je pense que ce pour est quelque chose qui contredit peut-être l'individualisme moderne, mais qui est forcément ordonné, enfin qui ordonne la personne à quelque chose et donne un sens à ce qu'elle fait et derrière à ce qu'elle est. Et donc, on est là, oui, on n'est pas simplement là avec la personne, on est là pour la personne. Alors, sans lui mettre ça, parce que ça pourrait être aussi envahissant. Je suis là pour vous, non. Donc, ça peut se manifester aussi par une présence toute simple, être là. Il y a également des accompagnements qui se font en silence parce que la personne ne parle pas, n'a plus accès à la parole, maladie neurodégénérative ou n'est plus consciente. Et pourtant, on vient quand même et on est là. Ah, ça, c'est hyper important à dire. Effectivement, c'est pas juste pour venir papoter, quoi. Non, oui. Et donc c'est vraiment du pour. C'est vraiment du pour. Mais on marche au rythme de la personne. Et donc, on va être attentif à ses besoins, à ses capacités. On va être attentif à saisir les perches qu'elle tend si elle veut rentrer dans des questions plus profondes et plus essentielles. Attentif à la situation, et parfois on a le sentiment que c'est à nous à un moment de tendre une perche, alors avec délicatesse et sans que ça soit intrusif ou invasif. Voilà, il peut y avoir un blanc dans une conversation où on sent que la personne a envie d'entrer dans des sujets plus profonds. Là, on tend une perche de façon super délicate, et puis elle la prend ou elle la prend pas, et il faut rien forcer. Parce que c'est la personne qui chemine. On ne chemine pas à sa place. La personne meurt seule
Alors après, envisager dans une perspective spirituelle, il peut y avoir d'autres résonances, mais fondamentalement, c'est un acte que la personne va poser. L'acte de partir dont on parlait tout à l'heure, c'est la personne qui va le poser et elle va s'y engager toute seule. Ouais, c'est un chemin et on n'y emmène pas les autres. Oui. C'est ma grand-mère qui me disait, non mais tu sais, le jour où je partirai, c'est vous qui devez vivre, c'est vous qui restez, c'est pas moi. C'était très juste. Ce qui est très juste. Ouais, c'est assez... Je sais pas si je dirais que j'ai eu la chance, parce que le mot serait mal choisi, mais il y en a pas d'autre qui vient là. Mais j'ai été confronté dans ma vie à la mort plusieurs fois de très proche. C'est vrai que cette notion de comment s'y préparer, comment y être accompagné, elle est importante, elle remue beaucoup. J'avais découvert Visitatio sur la scène de la nuit du bien commun et cette fameuse phrase de ce ne sont pas les mourants qui ferment le... Je vais la faire à l'envers, donc je vais m'arrêter là. À chaque fois que je la propose à François, je me plante. Mais m'avait vraiment en tout cas beaucoup touché et énormément éclairé. T'as évoqué le fait que vous vous accompagnez en équipe. Comment est-ce que, du coup, justement, je me dis qu'il y a des moments, il y a des coups durs aussi dans l'équipe. Vous débriefez un peu, vous êtes un peu formé, un peu accompagné avant d'y aller, ou finalement, c'est aussi simple que d'être, j'allais dire, bénévole dans n'importe quelle association. Il y a l'équipe, mais tout s'apprend. Alors, d'une certaine manière, c'est simple parce que c'est une réalité humaine. Donc, c'est pas rocket science. Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour pouvoir vivre ça. Et en même temps, c'est suffisamment dense pour que ça mérite de se former et c'est même complètement indispensable. Et on forme les bénévoles, c'est un volume de formation initiale d'environ 4-5 jours qui s'étale sur 3 mois parce que c'est aussi un cheminement personnel. C'est notre rapport personnel à la mort auquel nous convoque cette formation. Et donc, il faut faire ce cheminement jusqu'au point de se sentir à l'aise avec l'idée d'aller s'asseoir à côté de quelqu'un qui lui, est confronté à cette c'est peut-être réalité qui colore de façon d'ailleurs immédiate. encore plus le fait d'être bénévole chez Visitatio ou, j'allais dire que d'autres associations, c'est que quand j'accompagne, j'allais dire, des personnes sur une forme de handicap de naissance ou autre, bah voilà, moi je sais que je l'ai pas eu et je l'aurai jamais. Par contre, la mort, il y a un moment ou l'autre où elle va toquer chez moi. Ça, c'est une certitude. Tout à fait. C'est une certitude. Voilà, donc il y a cette formation qui est un cheminement personnel, et c'est pour ça qu'on l'étale sur plusieurs mois. Et ensuite, le point de départ de la vie de l'équipe, c'est une réunion hebdomadaire où d'abord on s'accueille un peu les uns les autres, on se recentre sur la mission et le sens de cette mission, et puis on passe en revue la situation de chacune des, en moyenne, 5 personnes qui sont confiées à l'équipe. Et c'est vraiment un temps essentiel donc pendant lequel les personnes qui ont visité, les bénévoles ou les soignants qui ont visité font un peu le compte-rendu. Alors, il y a déjà un petit compte-rendu sur un réseau social interne à l'équipe, un compte-rendu de chaque visite qui est fait au qui permet fur et à mesure de la semaine. De suivre. Donc, tout le monde reste un petit peu sur la même page, mais l'exprimer avec des mots permet de donner une couleur qu'on n'arrive pas forcément à traduire dans un post sur un réseau interne. Et à partir de ça, il y a une sorte de... D'abord, ça permet d'avoir tout le monde sur la même page, et ensuite une relecture un peu en temps réel, un brainstorming sur ce qu'il convient de faire pour accompagner au mieux. Alors, ça peut être organiser un anniversaire pour la personne malade, ça peut être des questions qui se posent, c'est le fait de déposer aussi ce qui a été vécu. Il peut y avoir effectivement des émotions qui surgissent dans ce type d'accompagnement. À cet effet, une fois par mois, cette même réunion qu'on appelle réunion de concertation hebdomadaire est un groupe de parole animé par un psychologue. Et là, l'enjeu, c'est justement de mettre des mots sur les émotions qu'on a vécues. Souvent, on y arrive sans forcément savoir très bien ce qu'on va partager. Parfois, oui, c'est une évidence qu'on a besoin de partager. Parfois, c'est pas une évidence. C'est le fait de se poser et de se demander qu'est-ce que j'ai vécu et de mettre des mots dessus permet de sortir des émotions et d'éviter que ça sédimente et qu'au bout d'1 an ou 2 ans, ça fermente et ça explose. Et en évoquant cela, moi, je suis à chaque réunion émerveillé par les bénévoles, par tout
cœur qu'ils mettent dans ces accompagnements, l'intelligence des situations, le degré de bonne volonté au service de ces personnes accompagnées, ça m'émerveille chaque semaine. Si on se projette en 2030... Et 5 ans après, ils sont toujours là avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et justement, j'allais tirer un peu le fil. Si tu te projettes en 2030, pour toi, l'association en est où? C'est quoi là, un peu le rêve, la vision vers laquelle tu rêves d'embarquer un peu tout ça? Ce à quoi on s'est attelé, c'est pas seulement de développer Visitation Voisins et Soins, c'est vraiment d'installer en France ce modèle pour qu'il puisse contribuer au développement des soins palliatifs. Le docteur Steenward, que j'ai évoqué tout à l'heure, disait c'est le seul modèle en complément des unités de soins palliatifs et des autres services existants qui permet d'ambitionner une couverture complète du besoin. C'est-à-dire de faire en sorte que dans chaque quartier, dans chaque village, des gens se soient levés pour monter ce type d'équipe, alors avec le support d'une association comme la nôtre ou une autre, support en termes de formation, d'ingénierie, de systèmes informatiques, mais il y a un modèle qui a été identifié etc. et qu'il faut pousser, quoi, et qui a été trouvé. C'est l'enjeu du moment, c'est d'obtenir au niveau du ministère la reconnaissance du modèle, et donc qu'il s'inscrive naturellement dans l'organisation des soins en ville sur cette question de l'accompagnement des personnes en fin de vie, et qu'il soit financé par l'assurance maladie, en ayant fait la démonstration que c'est un investissement qui fait faire plus d'économies que cela ne coûte. Aujourd'hui, sur les soins palliatifs, tu as quelque chose qui est pris en charge, pas du tout? Alors, un peu? Sur les soins palliatifs, oui, les unités de soins palliatifs sont financées par la sécurité sociale. Les équipes mobiles de soins palliatifs sont financées par la sécurité sociale. Notre modèle aujourd'hui n'est pas du tout financé par la sécurité sociale. Il peut y avoir des consultations traditionnelles, mais aujourd'hui, une consultation à 25 € plus 10 € de déplacement, 35 €, ça permet de fonctionner sur une visite pour une grippe, mais pas pour une visite de soins palliatifs qui prend plus d'1 heure, quand c'est pas 2 heures, parce qu'il faut expliquer et réexpliquer aussi à la famille, etc. Quand le médecin sort de sa visite, il y a aussi la coordination avec les infirmières de la ville, qu'elles soient libérales ou en service de soins infirmiers à domicile, éventuellement avec les services d'hospitalisation à domicile. Tout ce temps de coordination, fait que en soins palliatifs à domicile, un médecin fait 2 visites dans la journée, 3 parfois, mais c'est exceptionnel, en plus de la coordination à l'intérieur du service concerné. Et donc ça, aujourd'hui, ça n'est absolument pas financé. Donc, on a à ce jour une 15aine d'équipes en région parisienne, en Touraine, du côté du Puy-en-Velay et de Toulon, financées exclusivement par des dons, quelques subventions de mairies, de départements, de régions, mais à 95%, ce sont des dons privés, de fondations, de caisses de retraite dans leur dimension action sociale et de particuliers. Et pour pouvoir installer ce modèle, le développer à grande échelle, nous et d'autres associations qui se saisiront du modèle pour contribuer au développement des soins palliatifs, il faut que ça soit inscrit dans la loi. Il y a des Ce que j'allais dire, pour employer un mot de ta vie précédente, c'est de l'open source, en fait. Votre modèle, n'importe qui peut le dupliquer demain, et tant mieux. On est 100% en open source, et tout ce qu'on a appris sur le fonctionnement des équipes, la manière de déployer l'action, on la partage avec tous les gens qui sont intéressés à venir contribuer. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec des associations historiques de bénévolat, d'accompagnement, qui étaient intéressées à déployer leur activité à domicile, mais qui peinaient à le faire parce que ce qui caractérise notre modèle, c'est le fait que les bénévoles et les soignants agissent en équipe intégrée. Alors que jusqu'à présent, il y avait des associations de bénévoles et puis des services dédiés au domicile. Mais on ne peut pas mobiliser durablement des bénévoles s'ils n'ont pas, au sein même de l'entité à laquelle ils appartiennent, le sentiment que la chose médicale est prise en compte. Pour le dire différemment, si on mettait les bénévoles dans la même situation qu'un proche aidant qui est dans la souffrance, l'angoisse et parfois la panique parce que il voit la personne se dégrader et que le médecin traitant
n'a pas le temps de venir ou n'a pas les compétences sur la question du soulagement de la douleur, etc., c'est impossible. Donc, la présence des bénévoles est conditionnée par la présence effective de soignants et le fait qu'ils appartiennent à l'équipe et qu'ils soient un membre de l'équipe. Et donc, c'est une équipe pluridisciplinaire avec des bénévoles, avec des médecins, des infirmières, des psychologues, chacun dans son rôle. Et il faut sentir que les autres acteurs ou les personnes en charge d'un autre rôle dans l'équipe font le job aussi. Donc, la présence des soignants dans l'équipe est condition sine qua non de la mobilisation durable et de l'engagement des bénévoles. Et en sens inverse, la présence des bénévoles transforme l'exercice de l'activité pour les soignants, parce que c'est pas du tout la même chose pour un médecin ou pour une infirmière d'aller chez quelqu'un qui serait isolé et ça serait la seule visite de la semaine versus d'aller chez quelqu'un qui est entouré. Voilà, donc c'est vraiment une logique d'équipe intégrée. Et des associations historiques aujourd'hui commencent à créer dans notre modèle des équipes de bénévoles, alors qui à ce jour s'appuient sur nos équipes soignantes, mais avec le même fonctionnement d'équipe intégrée. Et je doute pas que d'autres associations se saisiront du modèle et se lanceront dans l'aventure, pas simplement pour mobiliser des bénévoles, mais également mettre en œuvre le modèle complet, mobiliser des bénévoles et embaucher des soignants, etc. Mais pour ça, il faut que ça soit reconnu dans la loi, reconnu comme une des composantes de l'organisation des soins en ville pour l'accompagnement des personnes en fin de vie et financé par l'assurance maladie, parce que on a évoqué les chiffres, 400 000 personnes, une couverture du besoin environ 100 000, donc il y a 300 000 personnes à accompagner. Une équipe suit, dans notre modèle, 5 personnes en parallèle pour une durée moyenne de 3 mois, donc une vingtaine de personnes par an. 300 000 divisé par 20 personnes par an, accompagnées par une équipe, ça veut dire qu'il faut 15 000 équipes. Donc on commencera à avoir une couverture décente du besoin. Si c'est ce modèle qui doit permettre d'ambitionner une couverture complète du besoin, commencera à respirer quand on aura plus de 10 000 équipes. Comment on fait pour vous joindre pour intégrer une équipe dans tous les quartiers, dans tous les villages. C'est ça l'enjeu. Ouais, c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on n'a pas encore ce financement structuré assurance maladie et donc on serait bien en peine de financer 15 000 équipes ou 10 000 équipes. Et pour nous joindre, on est sur Internet et on trouve facilement nos coordonnées pour lever le doigt et dire « je veux monter une équipe dans mon quartier ». Excellent. Je veux dire, il reste 3 options, chers amis auditeurs. Vous pouvez faire un don, vous pouvez rejoindre une équipe ou passer un coup de fil au ministre pour pérenniser le modèle. Au sénateur, aux députés, voilà, à dire... Et c'est un peu tout l'enjeu des choses aujourd'hui. Donc, il y a des tas de débats pour ou contre l'euthanasie. On cherche à ne pas trop rentrer, nous, dans ces débats-là. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut développer les soins palliatifs. Et nous, notre grosse conviction, c'est que ce modèle, en complément de ce qui existe et qui a besoin d'être encore un petit peu développé dans une vingtaine de départements, en complément de ce qui existe, c'est ce modèle qui permet de construire ce qui a besoin de l'être au service des personnes qui vivent chez elles à la fin de leur vie ou en institution, les EHPAD, les maisons de retraite, qu'on accompagne tout autant. Voilà. Magnifique en tout cas. Aujourd'hui, on a 15 équipes. Il n'y en a plus que 14 985 à créer. Écoute, on va... Et donc, toutes les bonnes volontés sont plus que bienvenues. Engagez-vous. Et c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai que c'est un très très beau modèle que je trouve magnifique. Et tu vois, je parlais tout à l'heure du fait d'avoir un peu plus découvert l'association, notamment lors de la soirée de la nuit bien commun, mais ne serait-ce qu'en famille, chez nous, ça a pas mal déclenché de discussions, notamment avec mon épouse, sur mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire de nos chers parents quand la fin sera venue. Et pour nous, il y a un truc qui est ancré aujourd'hui. Alors, je sais pas si ça passera par les soins palliatifs le moment venu, mais c'est de se dire, on ordonne notre vie et notre organisation avec ce désir de dire, le moment venu, on veut pouvoir les accueillir chez nous, déjà pour réduire la fracture sociale, l'isolation qu'il peut y avoir avec les aînés, ce soir-là, et aussi, dans le fond, il y a aussi cette question probable de l'accompagnement qui passera peut-être par les soins palliatifs à ce moment-là, quoi. Donc, s'ils sont à l'autre bout de la France, il faut espérer que dans leur quartier, il y ait des gens mobilisés, exactement, formés, disponibles. Et j'ai envie d'ajouter cette dynamique de mobilisation à l'échelle locale est probablement quelque chose, je
pas probablement, j'en suis persuadé, qui a vocation aussi à inspirer des initiatives similaires dans le champ du handicap, dans le champ de la dépendance, dans le champ de l'accompagnement du virage ambulatoire, parce qu'aujourd'hui, on est opéré et puis on se retrouve le soir même chez soi. Si on vit seul chez soi, c'est pas facile. C'est bien coton. Et donc, que sur toutes ces problématiques thématiques, il y ait des gens qui se laissent appeler ou qui se sentent concernés et qui s'impliquent à l'échelle du quartier, est quelque chose de très nécessaire. Magnifique, François. Et sur ces derniers mots d'ouverture, j'ai envie de dire, chers amis, chers auditeurs, engagez-vous. Engagez-vous. Bonne journée, François. Merci. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.